Bonjour tout le monde. On va bientôt commencer la présentation. Comme vous l'avez constaté, on a éteint le son de vos micros pour éviter certains problèmes. Donc, si vous avez une question, vous pourrez l'utiliser le chat, la petite boîte de dialogue que je vais vous montrer très bientôt. Donc aujourd'hui, le sujet de cette présentation de 1 heure est sur une introduction sur l'analyse de la qualité de l'eau de boisson. Évidemment, c'est pas en 1 heure qu'on va réussir à couvrir tout le sujet, et donc le but ici est de faire une simple introduction. Avec moi, donc moi je suis Olivier Mills. Avec moi j'ai Peter De Voort qui va contrôler la messagerie, donc le chat si vous voulez. Et Peter est un conseiller technique international de Cost qui couvre l'Afrique francophone, Haïti et en quelque sorte tous les pays francophones. Nous avons aussi Rebecca qui sera également là en appui technique pour répondre aux questions et qui met en place ces formations en ligne avec Cost. Nous sommes tous de Cost, le Center for Affordable Water and Sanitation Technology. Donc un peu de logistique, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avez déjà utilisé ce logiciel. Vous avez un petit panel comme ça sur votre droite et vous verrez en bas, il y a un petit, tout en bas, vous avez le chat où il est marqué chatter et là, vous pouvez taper votre message et vous pouvez l'écrire soit à tout le monde, soit donc à l'ensemble du public. Nous sommes 28 pour l'instant. Soit vous pouvez envoyer un message directement au organisateur, c'est-à-dire Peter et Rebecca qui répondra directement à votre question si nécessaire. Donc comme j'ai dit, vous êtes tous sans son, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, j'ai déjà présenté les formateurs. Je vais principalement parler. Vous n'entendrez pas Peter, mais vous le verrez dans le chat. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et donc, Rebecca en appui technique qui fait partie de l'équipe de programme d'éducation. Donc, tous les matériaux d'éducation que Cost développe, elle fait partie de ces départements-là. Donc, le but ici, dans cette heure de présentation, on va vous présenter les options et les paramètres d'analyse. Donc, quelles sont les choses qu'on va analyser quand on fait l'analyse de qualité de boisson. On va regarder brièvement les manières de prélever les échantillons correctement. Ensuite, on va parler des inspections sanitaires, qui est un outil, une approche assez facile et peu chère pour prévoir la qualité de l'eau sans vraiment devoir faire un test complet. Ensuite, on va regarder les différents données que une analyse de qualité d'eau peut vous donner et comment les analyser ces données. Donc, c'est une introduction évidemment sur le sujet. Nous faisons des formations d'une semaine complète de 5 jours et cette formation-ci, c'est vraiment juste une introduction sur la qualité de l'eau de poisson. Et également, on ne parle pas ici d'analyse dans les pays, disons dans les gros labos très très développés. Ici, on parle dans les contextes des milieux ruraux, dans les pays en développement où justement les ressources sont parfois limitées pour faire des analyses complètes. Dans le secteur WASH, donc que ce soit les traitements de l'eau à domicile ou que ce soit dans l'approvisionnement en eau, dans les puits, etc. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que nous avons cette présentation. Donc, on va commencer par les options d'analyse et les paramètres d'analyse. On va commencer par un petit sondage. Donc, ça, c'est un petit sondage. Vous verrez, il y aura une question qui va s'afficher directement maintenant. Et je vous demanderai donc de répondre à ces questions. Donc, est-ce que vous avez déjà réalisé les qualités d'eau? Est-ce que c'est la première fois? Vous n'avez jamais fait? Donc, cliquez directement sur le petit bouton, soit jamais, soit parfois, soit fréquemment. Et donc, on va vous laisser juste 30 secondes pour terminer. Donc, cliquez directement sur l'écran là pour faire votre choix. Donc, voilà. Donc, pour les réponses, on a
30%, disons, c'est divisé en trois, donc 30% n'ont jamais vu. Et je dirais que, ouais, donc c'est moitié-moitié pour jamais, parfois, fréquemment. Donc il y a un peu un ensemble de personnes ici présents. J'espère que on arrivera à répondre à toutes vos questions. J'ai dit c'est une introduction au sujet, donc je pense que certains d'entre vous seraient satisfaits de cette introduction. On va regarder maintenant l'analyse, les options d'analyse. Donc il y a évidemment beaucoup de manières dont on peut analyser l'eau. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être ont déjà entendu parler des kits Delagua, des kits Wagtech ou maintenant ça s'appelle Palentest. Donc les méthodes sont diverses. La plus facile est l'observation. Ensuite, il y a les kits comme je viens de parler. Il y a aussi les laboratoires commerciaux qu'on trouve surtout dans les capitales des pays. Et il y a aussi les laboratoires mobiles, donc c'est tout un petit labo dans un véhicule. Ensuite, ce qu'on appelle les laboratoires de projet, qui est, si vous voulez, un bureau qu'on aménage pour faire un laboratoire, disons, simplifié. Quand on réfléchit dans vos projets, quelle serait la meilleure approche pour faire votre analyse? Évidemment, ça dépend principalement du budget. Également aussi de la précision et l'exactitude, si vous voulez, que vous devez avoir pour votre analyse. Ça dépend aussi si vous avez du personnel qualifié et aussi également où est-ce que vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en milieu rural, sans électricité, ça ne sert à rien essayer de mettre en place un laboratoire commercial ou même un laboratoire de projet, ça peut être très difficile. Finalement aussi, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif est de faire une analyse complète sur un projet, il vous faudra un équipement, un emplacement un peu plus sophistiqué. Si c'est simplement pour avoir une idée de la qualité de l'eau dans votre projet, une observation souvent suffit. Donc, on va brièvement passer en revue ces différentes options d'analyse. Dans l'observation, on a une opportunité ici simplement en regardant les différents contextes de déterminer la qualité de l'eau. Et elle est souvent négligée cette méthode d'analyse puisque on saute directement sur les équipements et sur les équipements sophistiqués, mais on peut beaucoup déterminer simplement avec l'observation. On peut utiliser par exemple les caractéristiques physiques telles que la turbidité, donc la couleur de l'eau, l'odeur et le goût, nous donnent déjà une très très bonne indication sur la qualité de l'eau. Évidemment, c'est une approche qui est très très peu chère et par contre, elle est bien sûr beaucoup moins précise. On parlera des inspections sanitaires, qui est une manière de formaliser un peu cette analyse d'observation. Ensuite, on a les kits portables. Alors les kits portables, ça je pense que c'est les plus fréquents ce qu'on voit sur le terrain. Elle permet de se déplacer avec l'équipement. Elle peut être très précise si on l'utilise bien. Je dirais le problème c'est que beaucoup de gens ont ces kits mais l'utilisent mal malheureusement. Et donc c'est très important même si ça semble facile d'être bien formé pour savoir utiliser cet équipement. Il y a différentes méthodes là-dedans. On peut faire une méthode d'analyse, par exemple, du chlore, l'analyse des bactéries, l'analyse de la turbidité, tout avec un même kit. Donc, il existe deux compagnies principales de kits, c'est Delagua, Palentest et Wagtech. Donc, nous avons en fait une fiche produit sur notre site que Peter va partager dans le chat avec un lien. Et ces fiches produits vous permettent en fait de mieux comprendre. Donc, on n'a pas le temps évidemment de passer en revue toutes les fiches produits qu'on a, mais si vous verrez sur le site que Peter va partager, il y a des fiches produits pour avoir plus d'informations sur ces différents kits, comment se les procurer, etc. et les prix. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça pour avoir plus d'informations sur les produits. Ensuite, il y a les laboratoires mobiles qui sont des véhicules aménagés avec un équipement dedans. Certaines personnes prennent un 4x4 et mettent un kit Delagua dedans, c'est un peu équivalent, mais souvent ces laboratoires mobiles, sont beaucoup mieux équipés avec une entrée d'eau, c'est beaucoup plus sanitaire, etc. Le laboratoire commercial et de projet, c'est simplement une pièce aménagée, souvent avec carrelage, etc., très sanitaire, aération, avec souvent plusieurs équipements pour souvent faire des plus gros batchs de tests. Donc, c'est pas pour faire 5-10 tests, c'est souvent pour faire 50, parfois 60 tests par jour.
Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va mettre en place un laboratoire de projet. Cost a appuyé certains organisations à mettre en place un laboratoire de projet. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez un projet assez grand pour mettre en place un petit laboratoire de projet, n'hésitez pas à nous contacter et on peut vous appuyer sur comment mettre en place ce type de laboratoire. Nous avons aussi dans les liens que partage Peter, on a des fiches de données pays, c'est-à-dire chaque pays dont on connaît. Donc là, par contre, on a focalisé sur 8 pays pour l'instant, mais dans ces pays-là, on a donné des informations spécifiques sur les normes de ce pays-là en termes de qualité de l'eau, ainsi que les différents fournisseurs qui existent dans ce pays-là. Donc, pour l'instant, on a 8 pays. On a la Zambie, l'Éthiopie, Haïti, Afghanistan et Laos. Mais si vous voulez contribuer, si vous connaissez bien votre pays et vous voulez nous faire parvenir les informations donc de laboratoires que vous connaissez dans votre pays, ainsi que des fournisseurs, n'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à mettre en place une fiche technique sur votre pays. Et comme ça, on peut le partager avec tout le monde. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire dans le chat. Et Peter va prendre vos contacts pour mettre en place ces fiches de votre pays. Alors, on va faire un petit sondage, encore une fois, sur les différentes analyses de qualité d'eau que vous avez déjà utilisées dans le cadre de vos projets ou vous pensez peut-être que vous utiliserez dans le cadre de votre projet. Donc, allez-y, vous pouvez cliquer sur l'écran directement, soit sur observation, matériel de l'analyse, d'analyse portable, laboratoire, laboratoire projet. Et si vous n'avez pas ou vous pensez pas faire d'analyse qualité d'eau, vous cliquez sur le dernier. Donc, allez-y, commencez à voter sur les différents points. Donc, cliquez directement sur l'écran. Donc, je vais vous donner encore quelques secondes. OK. Donc, en termes des résultats, il y a eu, je dirais, principalement les matériels d'analyse portable, oui, les kits qui sont très populaires. Certains, 11% ont utilisé les laboratoires commerciaux et 11% l'observation avec 20% qui n'a pas encore utilisé la qualité de l'eau, qui n'utilise pas la qualité de l'eau, de l'analyse de la qualité de l'eau. Donc, encore une fois, les kits portables sont très populaires et nous pouvons vous aider à mieux comprendre vos kits. Certaines organisations, je pense, parfois ont des kits mais n'ont pas été formées là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider à la formation d'utilisation sur ces kits portables ou sur des trucs et astuces sur comment les utiliser sur les terrains. Donc, ensuite, on va juste brièvement parler de ce qu'on appelle les directives pour la qualité de la boisson. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui met en place ces directives au niveau international. Ce sont simplement des directives, mais ce ne sont pas des standards nécessairement. Chaque pays choisit quels sont ces standards et souvent vont utiliser ces directives comme base pour déterminer leurs standards dans leur pays. Donc beaucoup de pays vont avoir leurs propres normes, mais souvent elles sont basées sur l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, quel est le maximum de quantité d'une concentration chimique dans l'eau sur un certain produit, ou par exemple la quantité de contamination fécale dans l'eau, quelle est la limite, etc. Donc c'est déterminé par l'OMS, mais chaque pays a ses normes. Donc c'est important que vous sachiez quelles sont les normes dans votre pays. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez aller sur le site de l'OMS, trouver les directives là. Et parfois, il vous renvoie vers les pays, vers les guides, les normes de chaque pays. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter et on peut vous aider à comprendre quelles sont les normes dans votre pays. Donc, la définition évidemment de l'eau salubre, de l'eau potable si on peut dire, c'est qu'elle doit être claire, sans agents pathogènes, faible concentration en produits chimiques toxiques, sans goût et inodore et incolore. C'est ça la définition de l'OMS pour l'eau salubre. Quand on regarde les différents paramètres, donc il y a beaucoup d'éléments dans cette définition de l'eau salubre. Donc, quels sont les différents paramètres? On parle des paramètres physiques, qui est vraiment principalement, on utilise les sens pour analyser ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut sentir, qu'est-ce qu'on peut goûter. Les produits chimiques, principalement l'accessibilité, l'effet sur la santé,
et les paramètres microbiologiques qui sont déterminés par la contamination fécale, puisque en termes de contamination microbiologique, ce qui nous concerne principalement, c'est la contamination fécale, puisque c'est celle-là qui engendre la plupart des maladies liées à l'eau de boisson. En termes d'analyse physique, on utilise ce qu'on appelle la turbidité. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Il y a différentes méthodes pour l'analyser, mais quand on parle de turbidité, principalement, on ne parle pas de ce qu'il y a dans l'eau, on ne parle pas du produit, on ne parle pas de la matière fécale, de la boue, etc. On parle simplement de, si vous voulez, la transparence de l'eau. Donc, quelle quantité de lumière peut passer dans l'eau. Donc, dans l'image que vous voyez, si vous voyez le verre d'eau qui est très clair à droite, là, le niveau de turbidité est de 1 dans cet exemple-là. Et au fur et à mesure que l'eau est de moins en moins claire, on augmente la valeur de la turbidité. Donc, si vous avez une turbidité, par exemple, d'un lac, elle peut varier évidemment énormément, mais dans cet exemple-ci, c'est une turbidité de 37. L'eau de rivière, souvent après les pluies, peut avoir un niveau de turbidité de plus de 1000, entre 500 et 2000 très facilement dans l'eau de rivière. Donc cette turbidité c'est la chose qu'on utilise pour analyser si vous voulez, la transparence ou la clarté de l'eau. Et elle est très utile puisqu'il y a une corrélation directe entre la clarté de l'eau et sa contamination. Donc au plus l'eau est contaminée, plus l'eau est foncée, si vous voulez, ou moins claire, au plus elle a une probabilité d'être très contaminée. Donc le tube à turbidité est un tube transparent dans lequel on verse de l'eau, l'échantillon qu'on a, et au fur et à mesure, on va essayer de regarder à l'intérieur et voir si on peut voir les petites croix qui se trouvent en bas. Si l'eau est très turbide, il n'en faut pas beaucoup pour cacher la croix. Donc le niveau, vous pouvez lire dans l'image à gauche que elle vous pourrez, si vous mettez un tout petit peu d'eau, qu'elle est très foncée, vous ne verrez plus la croix, donc vous serez déjà dans des hauts chiffres de turbidité. Par contre, si elle est très claire, vous pourrez rajouter beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et vous verrez toujours la croix, donc le niveau de NTU diminue. Euh, donc, il y a un manuel aussi sur comment utiliser ce tube. C'est très pratique, c'est très peu cher. Il n'y a pas de matériaux chimiques à mettre dedans, c'est simplement verser l'échantillon dans le tube. Pour être plus précis, on peut utiliser ce qu'on appelle un turbidimètre, qui est quelque chose d'électronique et dans lequel on va encore une fois mettre l'échantillon dans un petit tube et appuyer sur un bouton pour calculer automatiquement le numéro de NTU. Dans cet exemple, évidemment, il faut avoir des batteries, des piles, etc. Mais elle est beaucoup plus précise et encore une fois, il ne faut pas d'autres matériaux chimiques, il faut simplement mettre l'échantillon dedans. Donc, dans l'analyse chimique, la raison principale qu'on analyse certains éléments chimiques est parce qu'elle peut avoir un effet sur la santé sur une longue durée, souvent, pas sur une courte durée. Par exemple, l'arsenic et le fluor, on ne voit pas les résultats ou l'impact santé directement. C'est pas avec un verre d'eau que vous allez voir les résultats. C'est souvent après quelques mois, quelques années que vous allez voir l'impact sur la santé. Donc c'est plus dur à déterminer simplement parce que les gens peuvent boire l'eau avec du fluor et de l'arsenic sans se rendre compte que ça a un effet sur leur santé à long terme. L'autre raison qu'on analyse l'aspect chimique est pour simplement l'acceptabilité. Si elle a elle a un goût parfois trop fort, les gens ne vont pas boire cette eau-là. Et donc, il y a un risque qu'ils aillent boire l'eau qui est de moins bonne qualité. Donc, les deux raisons principalement qu'on regarde l'analyse chimique, c'est pour l'effet sur la santé, principalement, ensuite l'acceptabilité. Donc, dans ces cas-là, pour chaque produit, vous allez utiliser parfois des bandelettes, qui sont des petites bandelettes en papier, qui vous trempez dans l'eau et qui vont changer de couleur. Et vous pourrez déterminer sur base de quelle est l'intensité de la couleur, quelle est la concentration chimique du produit. Donc ça, c'est très peu cher, c'est très pratique, mais il n'existe pas des bandelettes pour tous les produits. Par exemple, l'arsenic, il n'existe pas une bandelette pour déterminer l'arsenic, malheureusement. Donc il faut un matériel plus sophistiqué. Il existe aussi des comparateurs couleurs, donc celui-là, peut-être vous connaissez pour ceux qui ont déjà utilisé les kits Delagua, Palentest et Wagtec.
Donc, dans ces cas-là, on met encore une fois 2 échantillons, un avec un produit, un sans produit, et on regarde, on compare les couleurs. Ensuite, il y a la version électronique où on met un réactif avec l'échantillon dans un petit tube et on appuie sur le programme pour savoir exactement la concentration du produit chimique. Et dans ces coloromètres ou les photomètres électroniques, l'avantage c'est que un même appareil, par exemple, peut déterminer la concentration pour plus d'une centaine de différents paramètres. Donc, si vous devez faire beaucoup d'analyses de produits chimiques, c'est parfois plus pratique d'avoir un photomètre beaucoup plus précis, beaucoup plus polyvalent, si vous voulez, pour l'utiliser pour différents produits chimiques, le même matériel. Alors l'analyse microbiologique, très important, je dirais même plus important que l'aspect chimique, puisque quand on voit les maladies liées à l'eau dans la plupart des pays dans lesquels on travaille, la principale cause de maladie est la contamination fécale. Donc, si vous allez faire de l'analyse, vous devrez sans doute faire uniquement l'analyse microbiologique. C'est la plus importante de loin. Donc, il y a trois, si vous voulez, grandes types de méthodes d'analyse de la contamination fécale. Il y a ce qu'on appelle la test de présence-absence. Il y a la test du nombre le plus probable et la filtration par membrane. Pour le premier, la présence-absence, ici c'est simplement vous prenez un échantillon dans un petit tube, vous le laissez poser, vous l'incubez, ça dépend des différents tests, et 24 heures, entre 18 et 24 heures plus tard, vous regardez et si ça a changé de couleur, l'échantillon est contaminé. Mais ça ne vous dit pas de quelle quantité elle est contaminée. Elle va simplement dire oui, l'échantillon est contaminé. Donc, même si elle est faiblement contaminée, elle va changer de couleur. Donc, c'est intéressant pour savoir s'il y a au moins un peu de contamination fécale, mais elle ne va pas vous dire à quelle intensité est cette contamination. Donc, c'est très pratique, par exemple, pour prouver aux gens que si vous êtes dans les communautés, vous prenez un échantillon, ça change de couleur, les gens réagissent et ils voient qu'il y a un changement de couleur. Donc, c'est très utile pour avoir une indication, pour faire de la promotion à la qualité de l'eau, mais elle ne vous donne pas beaucoup de précision sur est-ce que c'est très 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 contaminé ou c'est juste un peu contaminé, elle ne vous indique pas ça. Le nombre le plus probable, c'est presque l'équivalent, je dirais, du présence-absence, mais au lieu d'avoir un seul échantillon, vous en avez entre 10, parfois 100, parfois 150, 200, et vous mettez un échantillon dans l'image que vous voyez, c'est comme dans une petite poche avec plein de petits compartiments, et encore une fois, vous les laissez dedans, vous incubez, et vous devez compter combien de compartiments a changé de couleur. Donc, par exemple, ici sur l'image, vous en avez 2. Ensuite, vous regardez sur la table de référence, donc en bas, vous avez le nombre de tubes positifs, et dans ce cas-ci, on en a 2. Et l'on regarde quel est le taux de contamination, on a 2,2. Donc, si vous aviez par exemple 7 de ces petits tubes ou de ces petits compartiments qui a changé de couleur, vous aurez une index, donc une contamination de 12. Donc c'est une approche un peu plus précise que la présence-absence, mais pas très très précise. Par exemple, dans cet exemple-ci, vous ne pouvez pas savoir si c'est beaucoup plus que 23. Ça peut être 200, 500. Vous aurez toujours que une estimation de la contamination. L'approche, la méthode la plus précise est la filtration par membrane. Donc, celle-ci, vous reconnaissez sur l'image, c'est la même que vous trouvez dans les kits portables. Et simplement ici, donc c'est une méthode assez complexe, on ne va pas aller en détail, mais c'est simplement que vous passez un échantillon à travers un filtre, vous prenez le papier filtre, vous le mettez à incuber et vous comptez après le nombre de colonies, qu'on appelle les colonies qui ont été développées, et c'est celle-là qui vous donne une indication sur la contamination, la concentration de la contamination dans l'eau. Donc cette méthode, elle, elle peut avoir l'air simple, mais elle doit avoir une approche technique très très précise. Et c'est très important que les personnes soient formées avant d'utiliser ce type de méthode et qu'elles soient très bien formées pour pouvoir manipuler cet équipement. Une petite question de révision, voir si vous avez suivi la formation pour l'instant. Donc, votez quel pensez-vous serait le paramètre le plus important à analyser si vous avez un projet en termes de qualité de l'eau. Cliquez sur l'écran directement. Quel serait le paramètre le plus important à analyser?
On nous donne quelques secondes pour voter encore. Cliquez directement sur l'écran. OK. Voilà, donc on a fermé la révision. Donc, les résultats sont que vous avez choisi principalement microbiologique, donc 82% ont dit ça, et 18% ont dit l'approche chimique, l'analyse chimique. Donc, oui, en effet, c'est bien l'analyse microbiologique sur laquelle il faut s'attarder. Et si vous avez la possibilité de le faire, faites de l'analyse chimique. Évidemment, dans certaines régions, parfois, ce qui nous concerne le plus, c'est cet aspect chimique. Donc, par exemple, les régions qu'on sait qui sont contaminées par l'arsenic ou le fluor, qui sont les deux les plus importants, je dirais, dans nos contextes. Dans ces cas-là, oui, on veut faire une analyse chimique. C'est très important de faire une analyse chimique. Mais dans le reste des contextes, je dirais que il faut se contenter et souvent se focaliser sur l'analyse microbiologique, c'est-à-dire la contamination fécale. On va faire une petite approche sur comment prélever ces échantillons, puisque le plus gros problème qu'on trouve quand les gens font l'analyse de l'eau, c'est qu'ils ne prélèvent pas les échantillons convenablement. Quand on ne prélève pas un échantillon convenablement, on risque de contaminer l'échantillon et les résultats ne sont plus indicatifs. Donc c'est très important de faire un bon prélèvement d'échantillons pour éviter de contaminer cet échantillon et d'avoir des mauvais résultats qui ne sont pas corrects, quoi. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais quand on pense au prélèvement d'échantillons, il y a des choses auxquelles il ne faut pas oublier. C'est le faire convenablement avec la bonne technique. Donc, on a des fiches également techniques. On peut vous montrer comment prélever des échantillons d'un puits, d'un robinet, d'un forage, d'un filtre de point d'utilisation, etc. Donc, c'est très important d'avoir la bonne technique, d'être formé. Elle vous permet aussi de contrôler la qualité de votre test. Donc parfois, vous prenez des échantillons, ce qu'on appelle les échantillons blancs, qui vous permettent de vérifier la qualité de votre analyse. Ce qu'il faut faire attention également, c'est la température et la durée dans laquelle vous transportez ces échantillons. Donc on ne peut pas garder l'échantillon pendant des heures et des heures sans l'analyser, puisque les bactéries qu'on veut euh, qu'on veut tester risque de mourir. Et donc, on ne peut pas vraiment valider la contamination de l'eau. Donc, c'est très important de se focaliser sur la durée. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les techniques. On a des fiches comme ça, vous voyez comment le faire. Donc, je vais vous laisser regarder ces fiches dans votre temps. Mais par rapport je dirais, à ne pas oublier, c'est la température. Donc, on essaie de garder l'échantillon à une température qui n'est pas trop basse. Donc, on va pas congeler l'eau, mais on ne veut pas non plus qu'elle augmente. Donc, souvent, on parle entre 0 degré Celsius à 10 degrés. Ça dépend vraiment. Donc, éviter qu'elle soit trop froide, mais éviter aussi qu'elle soit trop en chaleur. Donc, par exemple, on utilise souvent euh, des contenants dans lesquels on met un peu de glace, mais ne mettez pas la glace en contact direct avec l'échantillon. Mettez par exemple un essuie ou quelque chose entre la glace et l'échantillon. Ensuite, le temps. Si vous avez prélevé l'échantillon à 8 heures du matin ou 9 heures du matin ou 10 heures du matin, il faut le ramener ou le tester avant la fin de l'après-midi, idéalement. Donc, vous l'avez par exemple à 10 heures. Pour 16 heures, 18 heures, il faut l'avoir analysé, sinon votre échantillon va se dégrader. Si vous arrivez à bien le conserver dans la glace, vous pourrez la conserver pendant plus de 12, mais certainement pas plus de 24 heures. euh, surtout pour l'analyse. Et ces contextes ici, c'est vraiment pour l'analyse microbiologique, puisque la qualité de l'eau, l'eau se dégrade si vous ne vous la gardez trop longtemps. Donc, on va faire encore une fois, un petit quiz de révision là. Donc, encore un petit vote. Voilà, sur l'écran, vous devez voir maintenant. Cliquez sur la réponse. Quels sont les points de prélèvement qui doivent être analysés pour déterminer la qualité de l'eau dans un foyer ou dans un petit système communautaire? Donc, selon vous, quels seraient les points dont vous allez prendre un échantillon et analyser l'eau? Donc, allez-y, cliquez sur l'écran directement.
OK, quelques secondes maintenant pour voter. OK. OK, donc on a un ensemble de voilà, on a un ensemble de réponses. Certains disent qu'il faut analyser la source. La plupart, je dirais, disent qu'il faut analyser tous les points ci-dessus. Donc c'est un peu une question piège puisque ça dépend un peu de l'objectif de votre analyse. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme information si vous analysez la source? Vous allez savoir si la source est d'une bonne qualité, mais elle ne va pas nécessairement vous dire si au niveau du foyer, vous avez une bonne qualité, puisque il se peut que lorsque l'échantillon ramené à la maison soit pas l'échantillon, donc l'eau que l'utilisateur ramène à la maison devienne contaminée dans le transport. Euh, donc, il faut bien réfléchir à l'échantillon que vous prenez, qu'est-ce qu'elle vous indique. Si vous analysez l'eau qui est stockée, donc l'eau imaginée dans un bidon ou dans une jerrycan, elle va vous donner une indication sur l'eau qui est dans le stockage, mais elle ne va pas vous dire si est-ce que l'eau a été contaminée à la source ou est-ce que l'eau a été contaminée durant le transport. Donc, elle vous donne qu'une partie de la réponse. Donc, souvent, on suggère d'analyser, si vous voulez savoir quelle est la qualité de l'eau dans un foyer, on vous suggère souvent de faire au moins 3 échantillons, la source, s'il y a un système de traitement l'eau traitée à la maison, et ensuite l'eau stockée. Et ces 3 échantillons vous donnent vraiment une bonne indication sur la situation et le contexte. Si par exemple, est-ce qu'il y a une bonne hygiène dans la maison, est-ce que la source à la base est contaminée ou est-ce que la source elle est pas trop contaminée. Par contre, les gens le contaminent au niveau du transport ou au niveau du stockage. Donc c'est un peu une question piège, mais elle vous force à réfléchir sur qu'est-ce que l'échantillon que vous prenez, qu'est-ce qu'elle vous indique. Je vais brièvement couvrir ce qu'on appelle une inspection sanitaire, puisqu'elle vous permet à très faible coût de faire une analyse et une estimation de la contamination de l'eau dans un contexte. Donc, ce qu'on appelle une inspection sanitaire, c'est vraiment l'observation d'un point d'approvisionnement d'eau, donc de la source jusqu'au niveau du consommateur. On utilise des formulaires qui sont standardisés. Donc, nous avons ces exemples de formulaires que Pete va vous partager avec vous bientôt. Mais ces formulaires vous permettent de prendre note et de faire un rapport cohérent sur les différents sites que vous allez visiter dans votre inspection sanitaire. Ensuite, au lieu de vous donner, par exemple, le niveau de contamination fécale, puisqu'évidemment ça c'est très difficile à déterminer, elle va vous donner plutôt une indication de risque de contamination. Donc elle va vous dire, ce contexte-là est un haut risque de contamination, celui-ci est un bas risque de contamination. Évidemment, beaucoup d'entre vous ont une expérience sur le terrain, donc vous pourrez dire à l'œil nu directement, ah oui, là, je vois directement le puits là, il va être contaminé parce qu'il y a des animaux autour, etc. Donc, je pense que vous faites déjà ça sans le savoir. Vous faites une inspection sanitaire sans même vous rendre compte. Mais cette approche-ci, avec les formulaires standardisés, vous permettent d'être un peu plus cohérent et précis entre chaque site. Donc, vraiment d'appliquer de manière systématique votre analyse sur chaque site. Donc voilà un exemple. Bon, malheureusement, c'est celui-ci en anglais, mais nous les avons en français sur le site que Peter va partager bientôt. Donc c'est un formulaire où on peut entourer, par exemple, oui, non, oui, non, oui, non. Donc il y a des questions auxquelles il faut répondre. Mais il y a aussi un autre type de formulaire qui est donc celui-ci, ce formulaire-ci demande une capacité de lecture et d'analyse un peu plus compliquée. Donc vous n'allez pas donner ça à des agents de terrain qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec l'écrit. Par contre, nous avons aussi des formulaires illustrés qui sont parfois plus faciles et qui sont des images un peu standards. Et là, vous pourrez entourer, prendre des notes directement sur la fiche visuelle pour déterminer où sont les problèmes de contamination possibles. Et il est possible, évidemment, de former des agents de communauté de terrain pour prendre ces inventions et pour relever cette information pour vous dans vos projets. Alors, ce tableau vous montre un peu une notation d'inspection où vous allez avoir après un risque qui est déterminé. Donc, par exemple, une fois que vous aurez rempli la fiche, vous allez avoir un certain résultat, donc un score si vous voulez.
Et sur base de ce score-là, vous pouvez utiliser une approche standard de risque de contamination. Donc, par exemple, si vous avez un site et vous avez répondu à toutes les questions que vous avez entre 3 et 5 sur 10, ça veut dire que vous avez un risque moyen de contamination. Évidemment, si vous avez beaucoup de problèmes sur le site et vous avez un score de 10 sur 10, c'est-à-dire que la contamination, le risque en tout cas, est très très élevé. Donc cette approche est beaucoup moins chère que l'approche d'analyse évidemment directe, mais elle vous permet au moins d'avoir une visibilité ou une analyse qualitative du contexte dans lequel vous allez avoir vos projets. Alors encore une fois, un petit quiz pour savoir qui d'entre vous a déjà utilisé cette approche dans vos projets. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'inspection sanitaire dans vos projets? Et donc on vous donner quelques secondes pour répondre. Donc évidemment, il existe différentes fiches, il y en a beaucoup sur internet. Nous avons récolté quelques fiches pratiques que nous avons trouvées utiles, qu'on partagera avec vous. Donc encore quelques secondes pour répondre. OK, donc beaucoup d'entre vous n'ont pas utilisé ces fiches, donc je vous suggère vraiment d'aller les télécharger, d'essayer de les utiliser. C'est vraiment une approche qui est reconnue, je dirais pas pour, nécessairement déterminer directement la qualité de l'eau, mais c'est une approche qui va vous permettre de justifier parfois des projets, ou de regarder, un peu avant et après, une mise en place d'une protection d'une source et cetera, pour augmenter la qualité de l'eau. Donc n'hésitez pas à aller, regarder ces fiches pour vous aider dans vos projets, puisqu'évidemment tous n'ont pas le budget de former des gens, d'acheter des kits d'analyse, etc. Donc cette approche-là est beaucoup plus abordable. Alors, un des sujets qui je tiens à cœur, parce qu'elle est la plus importante, c'est interpréter les résultats. Il arrive très très souvent que vous envoyez des échantillons soit dans des laboratoires, vous avez un technicien qui fait une analyse de l'eau, mais une fois qu'on a les résultats, qu'est-ce qu'elles veulent dire? On a, par exemple, on va vous dire, ah, l'eau est contaminée de 5 colonies par 100 millilitres. Voilà. Donc, ou de 10 colonies par 100 millilitres de, de Escherichia coli et de contamination fécale qu'on utilise comme indicateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, c'est extrêmement important dans l'interprétation des résultats pour savoir qu'est-ce que cette indication, qu'est-ce que ces résultats veulent dire pour votre projet. Donc, il est très important de pouvoir bien recueillir les données pour commencer. Donc, encore une fois, on a des fiches d'enregistrement où vous pouvez télécharger pour bien noter donc l'échantillon, la description de l'échantillon, le numéro, et puis les différents résultats d'analyse. Donc, recueillir les données est une partie très importante pour ne pas mélanger les échantillons, etc. Ensuite, il y a donc ça c'est un autre exemple de fiches d'échantillons où par exemple on a parfois des descriptions, des commentaires, des observations qui est celui-ci on l'utilise souvent pour sur le terrain. Donc si vous voulez mettre des notes à côté de chaque échantillon. Donc ces différents exemples on les a aussi sur notre site. Donc il y a 3 différentes manières de faire les analyses. Ici j'ai pris un exemple de résultat de rapport d'analyse pour un des labos de projet. Et dans ce cas-ci, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une simple analyse de comparaison. Ça veut dire qu'on a des résultats. Voilà, là vous avez un hand pump, donc vous avez une pompe à eau, donc la troisième colonne là, et vous avez les différents résultats. Donc par exemple, en Escherichia coli, donc E. coli, qui est la contamination fécale, elle est de 102. Et dans ce tableau-ci et ce rapport, on la compare à la dernière colonne et à l'avant-dernière colonne, qui est les guides de l'OMS et aussi des standards. Dans ce cas-ci, on est en Zambie, donc les standards pour la Zambie. Donc, ce qu'on appelle cette analyse de comparaison, on a les résultats actuels de vos analyses, et ensuite vous avez une colonne où vous indiquez simplement quel est le standard du pays, et vous pourrez comparer de 1 à 1. Par exemple, vous prenez
l'exemple du, qu'est-ce qu'on va parler, le fluor. Donc, c'est après le phosphate, là, le fluor, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne. Vous avez 0,2 pour votre échantillon et le standard pays est de 1,5. Donc, c'est bon. Donc, il n'y a pas trop de fluor par rapport à la régulation du pays. Il y a 0,2 et le standard dans le pays euh, est de 1,5. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une analyse de comparaison pour chaque paramètre d'analyse, si vous voulez. Il y a une autre approche, parfois, un autre objectif quand vous prenez votre analyse, c'est pour voir la tendance. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre un échantillon plusieurs fois dans l'année, dans un puits, par exemple. Dans ce cas-ci, c'est contamination dans un puits ouvert. Et on a mis ça sur un graphique. Donc, chaque mois, on a pris des échantillons, on a regardé quelle est la tendance de la qualité de l'eau, puisqu'on veut voir si elle varie. Évidemment, dans cette image-ci, vous voyez directement qu'elle varie beaucoup. Et je pense que vous pouvez deviner pourquoi la qualité de l'eau du puits ouvert peut varier durant l'année. Je vous laisse réfléchir un peu, mais que pensez-vous qui ferait que le puits en décembre ou en janvier soit très contaminé? Par contre, en juin, juillet, elle est moins contaminée. Évidemment, la raison, c'est, dans ce cas-ci, sans doute, les pluies. Puisque les pluies, avec la tombée des pluies, elle va amener toute la contamination des surfaces qui vont tomber dans ce puits ouvert. Et donc, elle va varier la qualité de ce puits énormément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une analyse de tendance. Elle vous permet de déterminer si, sur une période durée, est-ce que la qualité de l'eau varie. La dernière approche, c'est l'analyse qu'on appelle statistique. Et dans ces cas-là, elle est un peu plus compliquée, mais elle vous permet de regarder la probabilité, par exemple, de la qualité de l'eau sur une période ou sur un échantillon ou sur un ensemble d'échantillons. Donc on ne va pas rentrer trop, c'est une approche un peu plus compliquée, donc on ne va pas trop en parler, mais il faut juste savoir qu'elle existe. Parfois, on va faire une analyse statistique sur un ensemble d'échantillons. Donc on peut vous aider si vous devez faire une analyse statistique sur vos échantillons. Ensuite, on va interpréter les données. Donc pour interpréter les données, il faut d'abord se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait une analyse de l'eau? Quel est l'objectif? Souvent, on ne réfléchit pas assez sur la question, c'est pourquoi est-ce que j'analyse cet échantillon? Est-ce que c'est pour savoir si elle va être contaminée sur une durée déterminée? Est-ce que c'est pour déterminer si, par exemple, est-ce que j'ai un filtre, par exemple, un filtre ou quelque chose, une approche de traitement de l'eau? Est-ce que cette approche de traitement de l'eau fonctionne correctement? Donc ça, c'est peut-être un objectif. Un autre objectif, c'est simplement, est-ce que l'eau que les gens boivent, est-ce qu'elle est potable ou non? Donc, réfléchissez toujours sur quel est votre objectif. Parfois, on a besoin de justifier au bailleur que votre mise en place d'un projet donne de l'eau propre, de l'eau potable aux gens. Donc, il faut bien réfléchir à quel est votre objectif parce que c'est cet objectif-là qui va vous déterminer quelle est la méthode que vous allez utiliser, l'ensemble des échantillons, la taille du projet d'analyse, etc. Ensuite, on va compiler les données et évaluer ou plutôt extraire des conclusions sur votre analyse. Donc, regardez ici, ça c'est des échantillons qui ont été prises avec l'objectif d'analyser la microbiologie de l'eau dans un ménage, dans un foyer, dans une maison. Donc, regardez bien ce graphique qui vous indique que la quantité de bactéries fécales, si vous voulez, au niveau de la source était de 98 ou 98. Dans l'eau transportée, elle est montée de 202. Et puis, ensuite, l'eau a été traitée à la maison. Elle est descendue à 2. Et ensuite, elle est au stockage, elle est remontée à 23. Donc, ici, on a pris 4 différents échantillons pour le même foyer. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ce graphique? Que pensez-vous? Pourquoi est-ce qu'on a cette variation de la qualité de l'eau? Pourquoi, par exemple, après l'eau de source, donc elle est à presque 100 et ensuite elle passe à 200, qu'elle retombe et puis elle remonte? Quelles seraient les raisons? Donc je vous demande de réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais quelles seraient les idées, pensez-vous, pour lesquelles on a cette variation? Ou quelles conclusions on pouvait formuler? Donc
quelqu'un a fait le test, il vous ramène ce graphique, vous dit voilà les résultats, quelles sont les conclusions que vous allez tirer de cette analyse. Donc la conclusion que je vais tirer, c'est que on a évidemment un système de traitement qui est efficace, puisque l'eau qui rentre dans le système de traitement, elle est 202, elle est descendue à 2. Par contre, on a un problème de transport, puisque l'eau de la source, elle est seulement de 98 ou de 98, tandis que quand on la transporte, elle remonte à 202. Donc le jerrycan ou le bidon est contaminé sans doute. Ensuite aussi, après d'avoir traité l'eau, lorsqu'elle est stockée dans un autre bidon, ce bidon est contaminé aussi, puisqu'elle monte elle passe de 2 à 23. Donc ici, on a un problème. Donc quand vous regardez ça, vous avez peut-être un projet de traitement d'eau qui fonctionne bien. Par contre, vous devez sensibiliser à l'hygiène pour le stockage et aussi voir comment vous pouvez améliorer pour éviter la contamination lors du transport. Donc une fois que vous avez fait par exemple cette analyse et que vous avez écrit vos recommandations, souvent on l'écrit dans des rapports et ces rapports sont parfois standardisés. euh, Mais elles peuvent être aussi très, très simples. Ça sert à rien de faire des gros rapports. Parfois, c'est une seule page de rapport. Parfois, le rapport, c'est l'amener les résultats directement dans la communauté pour que les gens comprennent. Donc évidemment, ce ne sera pas un rapport écrit, mais un rapport peut-être visuel. Vous pouvez ramener dans la communauté pour sensibiliser les gens à la qualité de l'eau. On a aussi quelques différents exemples de rapports dans nos fiches qu'on a partagées avec vous. Donc, une petite question de révision. Quel type d'analyse est-ce que vous allez utiliser lorsque vous voulez montrer les changements de la qualité de l'eau sur une période durée? Donc allez-y, votez sur l'écran. Ok, quelques secondes. Ok. Donc les résultats sont que, en effet, la bonne réponse était la tendance. Donc lorsqu'on veut regarder sur une période, par exemple de plusieurs mois, on fait une analyse de tendance, c'est-à-dire on prend un échantillon chaque mois, soit dans le ménage ou à la source, pour savoir quel est le changement de la qualité d'eau sur une durée. Donc dans vos projets, vous allez peut-être prendre un seul échantillon une fois dans la vie du projet, mais souvent vont prendre des échantillons au fur et à mesure, peut-être 2 fois par an, parfois 3, parfois une fois par an, mais sur plusieurs années, pour comprendre est-ce que votre projet réussit vraiment à augmenter la qualité de l'eau. Donc, pour rappeler un peu les matériaux qu'on a à votre disposition, ce sont des choses que vous pourrez télécharger, qu'on peut vous envoyer par email. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a des fiches de données pays qui vous indiquent quels sont les labos disponibles dans ces pays-là, quels sont les fournisseurs dans ces pays-là. Ensuite, on a des fiches produits qui sont un résumé simplifié de tous les différents types de produits. Il existe des centaines et des centaines de produits différents pour faire l'analyse de l'eau. Donc, on a essayé de simplifier ça pour vous. On a fait des fiches produits, par exemple, sur les différents types de kits, le type d'analyse présence-absence, etc. Donc, on a beaucoup de fiches produits qui sont disponibles aussi dans l'annexe de notre manuel de formation, mais aussi disponibles que vous pouvez télécharger individuellement. On a les formulaires d'inspection sanitaire aussi, différents exemples, et aussi les techniques. Donc, comment est-ce que vous pouvez prélever les échantillons d'eau dans les contextes ici principalement de traitement de l'eau à domicile, puisque c'est ça notre expertise chez Cost, mais elle vous indique comment prendre les échantillons dans une source à partir de, par exemple, un filtre biosable, un filtre céramique, d'un robinet, d'une rivière, etc., etc. Donc, on a ces fiches. Donc, comment correctement prendre un échantillon. Donc, tout ça est disponible sur notre site et qu'on va partager avec vous et que vous recevrez aussi par email le lien sur comment télécharger toutes ces ressources. Voici le lien qui est disponible, mais on va vous envoyer ça. N'hésitez pas par email et je pense que Peter aussi va
mettre ça dans le chat, mais vous aurez un email après cette formation qui va vous aider à, à accéder à différentes ressources. Évidemment, ici, on a qu'une heure de temps, donc on n'a pas pu faire une formation. Je vous ai dit, ça prend minimum 5 jours de formation pour bien comprendre les différentes techniques d'analyse. Nous avons, si vous allez sur notre site, vous verrez les différentes formations qui sont disponibles dans différents pays. Si vous voulez mettre en place une formation dans votre pays sur ce sujet-là, contactez-nous et on verra si on peut mettre en place une formation s'il y a d'autres intérêts dans le pays pour vous former concrètement sur le sujet. Et dans les 5 jours, souvent, on aborde, on fait beaucoup de pratiques, si vous voulez. On prend des kits de terrain, on fait des analyses concrètes, on regarde les résultats ensemble. Donc, évidemment, ça, c'est une formation de technicien un peu plus poussée. Mais elle est nécessaire, je pense, si vous n'avez pas de technicien compétent sur votre projet, que vous avez un kit d'analyse, je vous conseille vivement de faire une formation. On peut aussi vous aider par email, donc n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez un petit problème ou par exemple vous avez pris un échantillon, vous savez pas l'analyser, vous comprenez pas ce qui se passe, n'hésitez pas à nous envoyer un email à support@cost.org. Je pense que c'est principalement Peter qui va vous répondre puisque il couvre tout ce qui est francophonie. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des emails, même c'est pour une question simple euh, sur comment utiliser un différent équipement ou vous avez des résultats que vous ne comprenez pas très bien, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On aura d'autres formations techniques. On vous tiendra au courant puisque maintenant vous êtes dans notre liste. Donc on vous tiendra au courant d'autres formations en ligne comme celui-ci qu'on mettra en place. On aura sans doute encore un sur cette question d'analyse de l'eau puisqu'elle est très importante, où vous pourrez venir avec vos questions plus en détail. Donc je vais donner quelques minutes maintenant à poser des questions. Si vous voulez rester en ligne, n'hésitez pas à utiliser le chat avec Peter et ou de le contacter directement par email si vous n'avez plus le temps. N'hésitez pas à rester en ligne. On va rester en ligne encore quelques minutes pour vos dernières questions. Je vais laisser cette image-là pour si vous voulez prendre note de site. Mais la formation ou la présentation, je dirais plutôt, est voilà finie. Donc, merci beaucoup de votre participation. Et on va vous envoyer un email directement, donc d'ici demain sans doute, avec les différents liens, les différentes ressources et encore une fois avec le contact de Peter pour toutes vos questions qui peuvent suivre de cette formation. Donc merci beaucoup. Passez une bonne journée pour la plupart d'entre vous, ou soirée plutôt. Et on est là à votre disposition et n'hésitez pas à nous contacter. Donc merci beaucoup. Muted.